Une minute de silence observé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Un hommage a été rendu aux 84 victimes de l'attentat de Nice à la préfecture à Basse-Terre. Le reportage de Linda Kayarsi est à venir. Et faut-il s'attendre à des coupures d'électricité dès demain? Les organisations syndicales de l'énergie réclament le respect du statut national des IEG et l'arrêt de toute forme d'atteinte à l'expression syndicale. Nous ferons le point avec Karen Diaman. Et vous pourrez désormais vous connecter à Internet dans le centre-ville de Sainte-Anne pour dynamiser son bourg. La municipalité offre le Wi-Fi gratuit. Le reportage d'Isabelle Hameau dans quelques minutes. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Après l'attentat de Nice qui a fait au moins 84 victimes et des centaines de blessés, des milliers de personnes ont observé aujourd'hui une minute de silence, notamment dans les supermarchés et les administrations. Un hommage national a été rendu à la préfecture à Basse-Terre. Reportage Linda Kayarsi. À midi pile, le silence s'est fait dans la salle Schellcher de la préfecture. Un moment de recueillement en hommage aux victimes de l'attentat commis à Nice le 14 juillet dernier. Notre nation et notre pays est en deuil et il s'agit dans ces moments très difficiles, je dirais, de faire bloc, de se référer aux valeurs auxquelles nous sommes si attachés, celles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et bien sûr de la solidarité dans les moments, je dirais, difficiles que nous traversons. Un hommage national sur fond de prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois. J'ai eu l'occasion vendredi de réunir un état-major de sécurité et de faire le point sur la poursuite de l'engagement de nos forces de sécurité pour assurer cette vigilance. Et c'est d'autant plus important dans cette période estivale qui s'ouvre avec quelques grands rassemblements qui sont prévus. Je pense bien évidemment au Tour de la Guadeloupe qui va démarrer dans les prochains jours. Ce soir, l'association des maires de Guadeloupe rendra elle aussi hommage aux victimes de l'attentat de Nice dès 18h sur le parvis de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Et vous le savez, l'état d'urgence a été prolongé, une décision qui devra néanmoins être votée à l'Assemblée nationale mercredi et au Sénat jeudi. Même si la probabilité de sa validation est grande, l'efficacité de ce dispositif reste pointée du doigt. Le reportage d'Ayodélé Germa d'ATV Guyane. Le mois dernier, les autorités guyanaises organisaient un exercice grandeur nature pour tester la réactivité des services d'intervention si jamais un attentat terroriste frappait le territoire. Avec l'attentat du 14 juillet à Nice, l'état d'urgence en vigueur depuis le 14 novembre 2015 est sur le point d'être reconduit pour 3 autres mois. Qu'est-ce donc l'état d'urgence? Selon l'article 16 de la Constitution de la République française, cette mesure est mise en œuvre par le président de la République quand l'intégrité du territoire est menacée de manière grave et immédiate. Durant l'état d'urgence, les autorités administratives peuvent prendre des mesures sévères qui restreignent les libertés, interdiction de manifester, perquisition de jour et de nuit ou bien fermeture de certains lieux publics. La Guyane est-elle prête à faire face à un schéma catastrophique? D'après ce syndicaliste, elle devra forcément avoir recours à l'aide extérieure. Les départements d'outre-mer, s'il devait nous arriver quelque chose, il est fort à parier que l'État, le ministre, enverrait des renforts d'ailleurs, quoi. Comme nous, on a pu aussi participer dans le cadre de l'interrégionalité à des renforts avec Haïti. En mai dernier, le syndicat général de police Force ouvrière a présenté au ministère de l'Intérieur son inquiétude au sujet du manque d'effectifs au sein de la police. Rien qu'à Cayenne, il manquerait une centaine d'agents. Il faut les effectifs, la formation, l'armement, les moyens pour pouvoir faire face aux nouvelles menaces, quoi, en fait. Dans le mode normal, on est déjà à la peine. Maintenant, l'état d'urgence est quelque chose de totalement différent, puisque l'état d'urgence, c'est quelque chose qui permet de manière institutionnelle d'employer des moyens militaires associés à des moyens civils, chose qu'on ne pourrait pas faire hors état d'urgence. La 4e prolongation de l'état d'urgence sera soumise aux parlementaires mercredi prochain.
L'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage Ligouavi s'insurge contre les prix pratiqués par les distributeurs importateurs. Ils accusent ces acteurs de tenter de déstabiliser les filières animales de Guadeloupe. Reportage Linda Kayarsi. Des panneaux 4x3 de côtes de porc à prix alléchant, en dessous des coûts de production. Pour Ligouavi et ses membres, il est temps que certaines enseignes revoient leurs copies. Il en va de la filière animale de Guadeloupe. Hier, on voyait fleurir des panneaux 4x3 avec du poulet, des cuisses de poulet à 90 centimes du kilo. Et aujourd'hui, c'est reparti avec des côtes de porc à 2 € du kilo. Le plus dans cette affaire-là, c'est qu'on se rend compte que ces côtes de porc sont associées avec une production locale. Donc l'origine n'est pas portée, la qualité n'est pas portée. Par contre, c'est associé avec une production locale où l'origine, c'est bien l'origine de la production locale, c'est bien produit local, produit Guadeloupe. Donc on pense que c'est une forme de perversion de la part en fait de l'import-distribution de vouloir abasourdir ou changer le comportement du consommateur en les faisant consommer des productions qui n'ont forcément qui sont forcément pas de la bonne qualité, mais qui plus est au détriment de la production locale. Et ça, on en a marre, il faut au moins que ça s'arrête. Une nouvelle fois, Ligouavi veut attirer l'attention des autorités. Objectif, faire appliquer l'arrêté du 10 juin 2015 relatif à l'encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande porcine. Cet arrêté a été pris par le ministre de l'Agriculture lors de la crise porcine. Nous pensons qu'il est aussi possible que le préfet de Guadeloupe se donne moyen en fait, de mettre en place cet arrêté-là de manière aussi à encadrer la production. Mais en tous les cas, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est de mettre en garde les consommateurs pour leur dire qu'il est vrai qu'on croit les faire comprendre en fait, que c'est le pouvoir d'achat qui est favorisé en mettant en place ce genre de production. Moi, je dis que c'est faux. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des producteurs guadeloupéens, il y a de la production locale, il y a de la production faite de qualité, avec notamment une traçabilité. Nous leur disons simplement que chaque fois qu'ils achètent une production qui est une production hors Guadeloupe, alors que c'est une production qu'on peut trouver en production locale, c'est d'une manière générale à la production locale, c'est au pays Guadeloupe, c'est à la valeur ajoutée, c'est à l'économie qu'il porte la tête. Aujourd'hui, Ligouavi et ses membres ont décidé de faire bloc contre l'import-distribution, mais surtout d'amener les consommateurs guadeloupéens à consommer local. Faut-il s'attendre à des coupures d'électricité? Les organisations syndicales du secteur de l'énergie ont reporté à demain leur préavis de grève. Autopsie d'un conflit qui intervient après un très long préavis. Karen Diam. Elle avait annoncé une baisse de la production d'énergie à partir d'aujourd'hui, mais après les incidents du 14 juillet, la Fédération de l'énergie CGTG a revu ses intentions. Notre mouvement a été repoussé en raison de l'attentat odieux qui s'est déroulé à Nice. Et donc, en solidarité avec toutes ces familles en deuil. Et aujourd'hui, nous avons appris que nous avons 2 Guadeloupéens de plus qui sont également atteints et des familles guadeloupéennes qui pleurent aujourd'hui leurs enfants. Donc, nous avons souhaité avoir une journée blanche pour pouvoir marquer notre solidarité à cet odieux drame. Et donc, dès demain, donc le mouvement dès demain, on va commencer le mouvement de grève, comme on l'avait dit, sous les ondes depuis tantôt. Malheureusement, nous avons depuis 2 semaines déposé ce préavis de grève. Je rappelle, il a été déposé le 2 juillet. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun contact d'aucune autorité, d'aucune direction pour même nous demander qu'est-ce qu'on voulait effectivement. Un mouvement de grève qui devrait impacter dès demain la distribution de l'électricité. Ce qu'il faut bien comprendre, notre objectif n'est pas de pénaliser la population. Néanmoins, nous travaillons dans un secteur qui se trouve sensible. Donc, bien évidemment, nous n'allons pas faire tout et n'importe quoi. Sur les machines de production où nous avons la main, savoir Centrale Export qui se trouve à Jarry, la géothermie bouillante également, Albioma, le Moule et Caraïbes, nous allons faire en sorte pour qu'on puisse faire des baisses de charges
ce qui probablement va occasionner des coupures tournantes. Et donc par voie conséquence, ce sera à l'opérateur EDF qui sera à même, mais c'est à sa charge, pour pouvoir équilibrer le réseau. Mais sans réponse de la direction ou des autorités compétentes, ce mouvement de grève pourrait s'amplifier. Nous avons déposé, reconduit un préavis de grève du 19 au 20 en faisant bien la connexion avec nos camarades du Crédit Agricole qui, avec l'appel départemental qui a été lancé par notre confédération et l'ensemble des autres syndicats de l'île, on sera également le 21 en grève. À compter du 19 juillet, 0 heure, la Fédération de l'énergie entamera son mouvement de grève en espérant voir bouger les choses. Autre conflit social qui perdure, celui de Capesterre-Belle-Eau. Malgré la nomination d'un médiateur et les nombreuses perturbations engendrées par ce conflit, la mobilisation du syndicat UGTG ne faiblit pas, ni la détermination du maire Joël Beaugendre. Le point sur ce conflit qui n'en finit pas avec Nestor Favel, secrétaire général de l'UTC-UGTG. Il est interrogé par Karen Diamin. Depuis nous quitter nous le 8 juillet, nous avons assis en échange de propositions concernant le 4e point, qui c'est le régime indemnitaire, là où on a attribué des primes à l'ensemble des agents de catégorie C, B et A. Et là, nous n'avons pas tombé d'accord sur des propositions des coefficients. Pourquoi? Parce qu'il y a une délibération quand même qui prend depuis 2003. Et prime là commencé à attribuer depuis 2008 par une revalorisation qui fait depuis, la loi a dit revalorisation annuelle. Et nous avons demandé à fond revalorisation depuis 2012 pour jusqu'à 2015. Jusqu'à 2015 et 2016 et 2017, nous avons fait une autre proposition concernant les primes. Et c'est là, il est d'accord, mais nous n'avons pas tombé d'accord sur le taux. Il a dit ça, nous avons dit ça. Et voilà, et nous avons tourné sur ça. Donc c'est vrai que vendredi, médiateurs veillent certainement font dernière proposition. Et nous répondons, nous disons, nous voulons contrer, nous voulons ouvrir la négociation. Parce que nous avons des éléments qu'il faut. Nous avons pratiquement une dizaine de protocoles qui signent en ce sens-là. Et nous, des délibérations, nous pouvons discuter de façon certainement de trouver une issue à travers de prendre ça qui, depuis 3 semaines, nous avons échangé en long assis, mais nous n'avons pas arrivé à bout. Et encore, c'est souhait à tout travailler, puisque c'est dû à eux qui a terre, et que nous arrivons seulement là où les délibérations pas appliquées pour les agents d'exécution, comme nous avons dit les catégories C, mais appliquées pour les autres catégories. Et ça, nous avons remarqué ça, et c'est total, c'est tout le maximum. Et chaque fois, nous avons remarqué ça dans toutes les communes, nous avons dit ça, mais malgré tout, les plus lésés, toujours rester les plus petits. On a dit souvent, un conflit a fini commencer, il faut un protocole de fin de conflit. Seulement, c'est ça, nous avons fait des bilans d'étape, nous en milieu, c'est vrai qu'il y a 5 points, après d'autres derrière, mais nous prenons le temps qu'il faut, mais c'est sûr que si Joël Beaugendre nous les signe au soir là ou demain, nous paraît, mais seulement faire répondre objectivement à questions nous et revendications nous. Restez avec nous dans un instant. Internet accessible à tous dans le centre-ville de Sainte-Anne. C'est désormais possible. Et puis un peu d'évasion dans ce journal. Nous irons prendre un bain de mer au trou de Madame Louis, un site exceptionnel situé à Anse-Bertrand. 135, c'est le nombre de jeunes catholiques martiniquais et leurs accompagnateurs qui se sont envolés cet après-midi pour les traditionnelles Journées mondiales de la jeunesse. Cette année, l'événement aura lieu à Cracovie, en Pologne. Ce séjour aura nécessité néanmoins une très grande organisation. Sabrina Doré et Guy-Raphaël René ont assisté au grand départ à l'aéroport Aimé Césaire. Dernière ligne droite pour Océane avant le grand pèlerinage. Comme les 134 autres participants à ce voyage, il a fallu une année d'organisation et de prière pour être prêt pour les JMJ de Cracovie. Aujourd'hui, c'est le grand départ et tout le monde est content. Mais en même temps très anxieuse parce que ce sera une découverte, un pèlerinage, on sera super nombreux, des millions de personnes. Le bain de foule, vous allez s'habituer. Et puis il y a aussi l'anxiété due au fait que ces temps-ci, il y a eu beaucoup d'attentats en France, en Europe, donc au final on a un peu peur, mais après on a confiance. Comme tout le monde, je suis un petit peu excité, heureux de partir. Nous avons eu l'occasion durant l'année de préparer ce pèlerinage. Donc nous sommes tous excités de partir. C'est une aventure.
Un grand voyage vu d'un bon œil par les parents. Pendant 2 semaines, ils seront séparés de leur enfant, mais la perspective de l'enrichissement spirituel est plus importante. Bon voyage et puis plein de bonnes choses. Je sais qu'elles sont tous bien entourées et qu'elles vont vivre un moment très précieux de leur vie. Donc c'est de tout cœur que ça me fait plaisir de les voir partir. Je pense que ça va ramener beaucoup de jeunes au niveau de la religion catholique avec notre nouvel évêque, Monseigneur Macaire. Pour veiller au grain, 20 accompagnateurs se distinguent des jeunes par leur polo gris. Pendant les 15 jours de voyage, le groupe participera au Festival de la jeunesse avant d'assister à une veillée en présence du pape. C'est vraiment pour être ambassadeur de la Martinique. C'est quelque chose qui est... C'est un événement qui est quand même grandiose pour l'Église catholique, car ça nous permet de grandir dans notre foi. Ça nous permet également de montrer que la Martinique, aussi petite soit-elle sur une carte, existe et est présente. Le voyage de ces jeunes venus de toutes les paroisses de l'île a été financé par les dons, le diocèse et leurs fonds propres. En tout, 60 000 jeunes français devraient participer au JMJ Cracovie 2016. Et pour la 2e année consécutive, les créateurs du Sud Basse-Terre vont investir l'esplanade du port du chef-lieu. Une journée dédiée à la mode ce samedi 23 juillet sous le nom Créatet en Larilla. Claudine Rospard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente justement de cette association Créatet en Larilla. Vous êtes plus connue sous le nom de Doudou Dièse, l'appellation de votre marque de vêtements. Tout d'abord, Doudou Dièse, comment définir la mode guadeloupéenne? Bonsoir à tous. Comment définir la mode guadeloupéenne? C'est une mode remplie de couleurs déjà. Des couleurs chaudes qui représentent la Guadeloupe, qui représentent notre île, mais au niveau vestimentaire, une mode aussi qui nous habille, qui sculpte notre morphologie. Voilà. En quoi elle se différencie par exemple de la mode française? Elle se différencie par les couleurs déjà, comme je viens de dire, et puis par le choix des couleurs, et puis par la coupe aussi, par la coupe aussi, et puis par ces... comment vous dire, j'aimerais bien... Elle sera peut-être aussi moins codifiée, parce que vous êtes quand même loin des dictats de ce milieu de la mode. Vous souhaitez d'ailleurs la rendre beaucoup plus accessible ce samedi 23 juillet. Tout à fait. Expliquez-nous, racontez-nous. Effectivement, le samedi 23 juillet, l'association Créatet en Larilla, que je préside d'ailleurs, organise la 2e édition de cette manifestation Mode et Solidarité. Donc c'est une journée autour de la mode où la journée débutera en tout cas par un village artisanal. Donc nous aurons de l'artisanat d'art, il y aura aussi des associations, mais cette journée sera ponctuée, et c'est le clou de la journée, sera ponctuée par un grand show mode avec une particularité. Oui, vous allez mettre à l'honneur les personnes albinos et les personnes atteintes de nanisme. De nanisme et des personnes claudiques. Pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi avoir fait ce choix? Parce qu'on a voulu, au niveau de Créatet en Larilla, casser les codes et changer ce regard, justement, rendre en tout cas, pouvoir faire porter nos vêtements à des mannequins, à des personnes qui sont entre guillemets différents, qui sont aussi porteurs d'handicap. Et c'est pour ça que cette année, nous avons décidé de mettre à l'honneur vraiment, puisque c'est aussi les mettre à l'honneur, donc des jeunes mannequins, puisqu'on les appelle nos mannequins, à partir du moment qu'ils ont adhéré au groupe, ils sont d'accord pour justement partir dans cette aventure avec nous. Ce sont nos mannequins, donc on aura des mannequins atteints d'albinisme, de nanisme, des nez, et aussi des jeunes claudiques, donc des mannequins un peu boiteux. Le message finalement, c'est de dire quoi? La mode est universelle et qu'on peut tous la porter. La mode est universelle, on peut tous la porter, et Créatet en Larilla a décidé de rendre accessible cette mode et de mettre sur scène des mannequins porteurs d'handicap, des mannequins qui ont entre guillemets un léger différence, qui sont légèrement différents. Qui sont légèrement différents, et puis qui pourront justement défiler avec des mannequins habituels, sans distinction, sans différence.
Quels seront les autres temps forts de cette manifestation? Alors, on aura donc effectivement la journée, dès le début de la journée, à partir de 9h, le village artisanal. Donc, on aura aussi, pas seulement des artisans, il y aura aussi des cultivateurs, des agriculteurs, pardon, de l'agrotransformation. Nous aurons aussi des associations qui gravitent autour du monde de l'handicap. Je vais parler d'Acajou Alternatif, pardon, et puis d'autres associations aussi. Voilà, on aura aussi Voukoum qui sera présent avec nous. Il y aura de l'animation, des jeux traditionnels aussi pour les enfants. Donc, nous demandons vraiment au public de venir dès le matin, de passer la journée sur l'esplanade du port, puisque c'est un site qui s'y prête. C'est un merveilleux site. Hein, et puis, qui peut accueillir énormément de gens d'ailleurs. Pardon? Qui peut accueillir énormément de monde. Qui peut accueillir beaucoup de monde, qui peut recevoir la population de la Guadeloupe entière pour nous donner justement, nous aider justement à montrer aussi notre savoir-faire, nos couturiers, et puis à vivre ce moment magique avec tous les jeunes. Que porterez-vous justement pour cette occasion? Qu'est-ce que je vais... Ben, du dièse. Du dièse forcément, puisqu'il faut savoir que nous serons 10 couturiers. Nous sommes une dizaine faisant partie de l'association. Et nous ne sommes pas fermés à Kriatin-Larila. Nous avons donc 2 invités de Grande Terre. Et chaque fois que nous aurons une manifestation... Oui, nous aurons aussi des invités, d'autres collègues qui pourront travailler avec nous. Quels sont justement ces invités? Ces invités, donc c'est Daniel Création, Tania Couture. Donc nous à Kriatin-Larila, il y a donc Félix Couture, Cani Création, Renéka Couture, Monza Création, Doudou Diez bien entendu, Guy La Rochelle, Guylanique Création et Patrick Cassin. Alors Kriatin-Larila sert également à promouvoir le travail des artistes, des créateurs. Comment se porte la création en Guadeloupe? Mais la création se porte bien. Hein. Vous savez, moi, je dis que la création, je suis convaincue que la création se porte bien. C'est vrai qu'on est confronté à l'influence occidentale, américaine, mais je crois que à partir du moment que l'on veut vraiment du sur-mesure, on veut être bien habillé avec notre morphologie antillaise, avec notre héritage, vous voyez de quoi je parle. Donc, il faut venir chez la couturière, il faut venir chez nous, créateurs guadeloupéens. Et est-ce que les Guadeloupéens, justement, affectionnent l'idée d'avoir son propre créateur, d'avoir des vêtements sur mesure? Tout à fait, parce que figurez-vous que ça fait plus de 20 ans quand même que je suis dans le métier et je vis de mon métier. Les collègues aussi sont très friands et ça se passe très, très, très bien. Doudou Diez, je rappelle, l'événement aura lieu samedi 23 juillet. Le samedi 23 juillet, de 9h à 18h, le village artisanal avec beaucoup d'animation. Et à partir de 20h précise, 2 heures de show non-stop avec des mannequins extraordinaires pour vivre un moment aussi extraordinaire. Merci Doudou Diez d'avoir accepté notre invitation ce soir. Est-ce que vous savez que la fessée pourrait bientôt être illégale en France? La fessée. La fessée, oui. L'Assemblée nationale a fait voter vendredi dernier un amendement contre tout recours aux violences corporelles des parents envers les enfants. Êtes-vous pour ou contre? Moïse Dexter a posé la question à des Guadeloupéens. On regarde. Pour la fessée, parce que dans la mesure où nous sommes présents là, avant, ancêtre nous-mêmes, nous la fessée, c'était pour une raison. Je d'accord pour maman et papa corriger tout le monde. Je dis que la Guadeloupe est partie dans une mauvaise direction. La Guadeloupe est partie de ce monde. Là, tout autant on est petit monde petit, on peut répondre, c'est répondre. Je ne suis pas pour la fessée. Question de fessée, ça dépend de quelle fessée. Il faut qu'on soit beaucoup plus dur avec les enfants depuis tout petit. Je suis contre le principe de cette loi. Je comprends l'esprit, mais en son application et l'impact que ça va avoir au niveau de nos sociétés sera catastrophique. Nous pouvons le voir tous les jours avec des enfants qui n'obéissent pas et qui se retrouvent qui à la gendarmerie ou qui malheureusement à Ducos. Non, tout le monde mérite corriger, il faut corriger. En pour en compte ça. Pas bon, tout le monde plein coup non plus, ça va servir à rien, mais il mérite corriger. Je suis pour la fessée. Avec le système éducatif dans lequel on a été élevé auparavant, les fessées étaient très courantes, bien que ça parte un petit peu sur les débordements. Mais en tant que mère de famille, une fessée n'a jamais tué aucun enfant et personne d'ailleurs. Bon, si moun de tape, quand tout parent, quand ni doit faire ça. Mais aussi peut-être chaque monde en caractère, peut-être au moment colère aussi, bon, fessée peut passer à n'importe qui. Je suis pour.
Bien sûr pour la fessée parce que les enfants sont tous têtus à l'heure actuelle. C'est trop parents par rapport au Timoun à l'équilibre. Les autant on l'air, on peut pas arrêter Timoun encore. Et puis Timoun prend ballon, on peut pas arrêter encore. Là essayer répondre ben il y a trop tard. Maman moi papa moi pas quand tu couille bon moi. Quand tu couille bon moi pas mort. Ou maman non. Enlever avec papa moi et papa était raide. On était bien content de raide avec moi. Mais à présent, là, on va un Timoun, il a dit comme ça, il a un numéro pour créer la loi. C'est le monde à l'envers à présent. Je suis contre la loi qui interdit le châtiment corporel et donc la fessée aux enfants. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons un besoin de pouvoir manifester un interdit à un certain nombre d'enfants. Nous sommes en train de vivre avec un système d'enfants rois qui pose problème parce que les parents n'ont plus aucune autorité sur les enfants. Et il est nécessaire de permettre aux parents de pouvoir affirmer un interdit. Et la Wi-Fi gratuite a débarqué à Sainte-Anne. Hotspot Wi-Fi public a été mis en place sur la place du centre-ville. L'objectif, renforcer l'attractivité du centre et permettre aux usagers du web de se connecter librement. Reportage Isabelle Hameau. Katie est vacancière et se promène souvent avec sa tablette. La connexion Wi-Fi dans un lieu public, selon elle, est indispensable. Je suis satisfaite, c'est une très bonne chose, surtout pour nous qui sommes en vacances. Moi, j'utilise beaucoup comme je fais pas mal d'activités, je fais pas mal de recherches. Et puis, même si je suis pas très jeune, mais je reste un petit peu dans le truc. Et c'est vrai que ça m'handicapait un peu de ne pas avoir ça à ma portée comme je veux, d'être obligée de me déplacer. Après plusieurs années de travaux menés d'abord en Martinique avec son associé, Bertrand Bélez a pu importer son travail en Guadeloupe et implanter une aire zone Wi-Fi dans sa commune d'origine. Le signal optique qui couvre la zone part de la mairie. De la mairie, on a d'abord envoyé un signal à un poteau qui est le plus proche de la mairie, avec une borne Wi-Fi qui envoie du signal qui couvre une première zone. Puis par câble, nous avons traversé la place et de l'autre côté, nous avons mis une deuxième borne qui, même chose, diffuse de l'autre côté de la place. Et il nous fallait les angles, les 4 angles. Donc par câble, toujours, on a été relié chacun des angles. Et chaque fois qu'on met un câble, à chaque bout de câble, on met une antenne Wi-Fi qui diffuse. Ce qui fait qu'on a 6 points sur la place, les 4 angles et les 2 côtés, ce qui nous permet d'avoir une couverture optimale sur toute la place. Une couverture optimale permettant à 210 usagers de se connecter en simultané. Chaque connexion a une durée de 30 minutes. Un point fort pour Christian Baptiste qui souhaite redynamiser le quartier. Mais aussi pour répondre à une forte attente qui est bien évidemment être en communication et être connecté. Nous sommes dans une société de l'information, de la communication, mais surtout du savoir et de la connaissance. Sur une place publique, avoir Internet gratuit, c'est une forte attente. Et nous sommes une ville touristique balnéaire avec beaucoup de visiteurs. Donc il est important que nos visiteurs, mais aussi nos locaux tout simplement, soient connectés avec le monde entier. Et donc pour nous, ça rentre pas simplement dans l'air du temps, mais c'est une vraie nécessité d'être toujours connecté à l'information, à la connaissance et au savoir. La zone Wi-Fi devrait s'étendre cette fois du côté de la plage, où les baigneurs pourront eux aussi surfer sur le net. Et il existe en Guadeloupe de nombreux lieux paradisiaques. Celui que nous vous proposons de redécouvrir ce soir s'appelle Trou à Montlouis, une crique peu connue située à Anse-Bertrand et qui mérite de figurer sur votre liste d'escapades. Linda Kayarsi. Donc voilà, aujourd'hui nous allons en direction du Trou de Madame Louis. Le Trou de Madame Louis, c'est une petite crique qui se trouve du côté de la commune d'Anse-Bertrand. Donc il y a 2 possibilités d'y accéder, soit en passant par la plage de Lance-la-Borde ou soit en passant par la route de la Grande Vigie. Donc aujourd'hui nous allons partir directement sur la plage de Lance-la-Borde. Après entre 5-10 minutes de marche, nous allons y accéder. Et l'aventure commence en empruntant ce sentier dans les bois. Voilà, comme vous le voyez ici sous la pancarte, on est ici tout au début de la marche, au niveau de la plage de Lance-la-Borde. Il vous suffit juste de regarder ici, on est pratiquement à 2-3 bornes de Trou à Madame Louis. Le Trou de Madame Louis, c'est l'unique difficulté, c'est la petite montée que vous voyez ici. Dans une ambiance fraîche et ombragée, c'est aussi l'occasion de découvrir quelques espèces endémiques, mais aussi de contempler la falaise rocailleuse.
Pour ne pas vous perdre, vous allez constater que tout au long du circuit, vous allez rencontrer ce poteau de balisage. Donc à chaque fois que vous verrez ce poteau de balisage, vous saurez que vous êtes sur la trace de la boucle du Norgonter. Donc caractérisé avec le logo du CANGT et avec la trace jaune. Donc voilà. À mesure que le temps s'écoule, Madame Louis se fait désirer et ses rares visiteurs sont conquis. Voilà. C'est très bien. Alors vous revenez de la crique? Oui, pas de crique, de trou de Madame Louis, voilà. C'est ça. Et vous avez trouvé comment? Sur la connexion, le groupe de Facebook. D'accord. Donc vous êtes des privilégiés, c'est rare ou qu'on compte des touristes, parce que c'est très peu fréquenté. Ok, mais bonne fin de journée à vous. Arrivé à l'intersection, comme vous voyez, notre bonheur, notre trou de Madame Louis, à pratiquement 100 mètres. Éventuellement, pour ceux qui voudront aller en près de la Grande Vigie, comme vous voyez, c'est 5 km 200. Donc nous sommes à pratiquement 100 mètres du bonheur. Donc voilà. À 100 mètres, un bonheur en soi. Une petite crique de sable blanc baignée par une mer turquoise. Bienvenue au trou à Montlouis. Tout au fond, pratiquement l'océan Atlantique, on dira, et un tas de sable pour ceux qui voudront éventuellement bronzer et passer une journée tranquille en famille ou en amoureux. Un lieu idyllique, marqué d'une petite histoire. Il faut savoir que toute cette zone-là, pratiquement, c'était l'habitation Louis. Donc l'équivalent où serait se baigner la Madame Louis. Madame Louis, généralement, son mari se tenait dans cette zone, travaillait avec les esclaves. Et Madame Louis, avec ses servantes, descendait ici pour ce timer-là. D'où est sorti le nom, le trou de Madame Louis, très simplement. Et le littoral du trou à Montlouis réserve bien des surprises. Là, sur le même lieu, nous allons vous faire découvrir des geysers. Donc certainement, vous avez tous entendu parler des fameux geysers de la Grande Vigie, de la plage, entre la plage du Souffleur à Port-Louis et la plage de la Chapelle. Vous avez possibilité, en étant ici, de voir pratiquement des geysers. Voilà, c'est la fin de notre visite. Comme je l'ai dit, le trou de Madame Louis reste un endroit peu fréquenté. Faites en sorte que ce lieu reste comme il est. Faites en sorte de préserver la nature, l'environnement, pour que le trou de Madame Louis soit dans le futur, voire dans 100 ans, le même lieu que vous l'avez trouvé comme il est là. Merci. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. Il y aura des coupures d'électricité à Pointe-à-Pitre au quartier de Bergevin de 8h à 13h demain et à Courbert également au quartier Palmiste tôt dans la matinée de 8h30 à 9h30. Et si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile de l'EFS sera demain à la bibliothèque de Déhay de 8h30 à 13h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.